4 ex-agents secrets, impliqués dans l'une des opérations d'espionnage les plus ingénieuses jamais tentées, sont aujourd'hui les invités d'honneur de l'armée américaine. Pour moi, c'est un honneur de rencontrer ces types-là. Le premier s'appelle Eugene Kovalenko. Il était parmi les premiers agents envoyés à Berlin. Il repérait les informations décisives avant de les transmettre à Washington et Londres. C'était passionnant. C'était la période la plus intense de ma vie. L'opération, menée dans le Berlin de la guerre froide, fait aujourd'hui encore l'objet de polémiques et de rumeurs. Le suivant, M. Robert Williamson, est colonel en retraite du corps des ingénieurs de l'armée américaine. C'est la première fois que j'en parle. Quand on a travaillé dans l'espionnage, on n'en parle pas. Point. 60 ans plus tard, la CIA déclassifie enfin le dossier. John E. Quirk, membre du corps des transmissions qui a aussi fourni une couverture à l'opération PB Success à la même époque. Je serais ravi de rencontrer des gens qui ont participé à l'opération avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, on commémore la construction clandestine d'un tunnel de 500 mètres sous le secteur soviétique de Berlin. Et enfin, Oleg Kalugin, désormais citoyen américain. Il était général-major du KGB. L'espionnage avait une importance cruciale pendant la guerre froide. On était des sortes d'aventuriers. Bon, on y va. L'une des opérations d'espionnage les plus ambitieuses de la guerre froide peut enfin être dévoilée. C'est une histoire riche en rebondissements. Il nous était interdit de parler de nos activités à qui que ce soit. Je me sens encore coupable en le faisant. C'est un peu pareil pour moi. Même mes collègues de l'époque ignorent presque tous que j'ai participé à ce projet. 4 témoins essentiels de l'une des plus grosses opérations d'espionnage de la guerre froide se rencontrent pour la première fois. On nous disait aussi qu'on risquait à tout moment d'être enlevé par les Russes, en pleine rue. Il ne fallait jamais sortir seul. Pardon, messieurs, je me présente. Oleg Kalahan. Kalugin, en russe. Ancien officier supérieur du KGB. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine s'apprête à commémorer la construction d'un tunnel clandestin ayant permis l'interception de communications capitales venant de l'armée rouge. Bien que n'ayant jamais servi à Berlin, Kalugin représente la partie soviétique. J'étais chef du contre-espionnage, département étranger. Une commémoration rendue possible grâce à la déclassification du dossier par la CIA. Eugene, nous nous sommes croisés à Berlin en 1956. Quelqu'un m'avait dit ce que vous faisiez, mais je ne sais plus qui. Il a eu tort. Mais il l'a fait. Et je crois me rappeler que ce jour-là, vous avez dit adorer le poker. Oh que oui. Et vous, vous faisiez quoi? J'étais capitaine dans le corps des ingénieurs, ceux qui ont creusé le tunnel. Ah, alors vous étiez là-bas avant moi. Faute impardonnable. Les Britanniques ont eux aussi participé à l'opération, mais n'ont pas encore déclassifié le dossier. Peter Lunn, qui en était le cerveau, vit désormais en Suisse. Comme tous les Britanniques concernés, il n'est pas autorisé à participer à la commémoration. C'est une très vieille histoire, mais elle a affecté tout le reste de ma vie. C'est exactement ça. J'ai fait 3 ans au Vietnam, mais rien ne m'a aussi profondément marqué que Berlin. J'avais 19 ans à l'époque. C'est loin. To journey east across Germany means passing through the Iron Curtain at one of a handful of tightly controlled crossing points where the division of the world begins. Situé à 160 km au-delà du rideau de fer, Berlin est au cœur de la guerre froide. Behind the barbed wire and the minefields of the Iron Curtain,
are countries and territories sealed off from the West by their communist rulers. The one open window on the free world is that part of Berlin that is governed by the laws of the Federal Republic. Nous sommes en 1952. Berlin-Ouest forme une île dans l'océan communiste. Est et Ouest se défient de part et d'autre des barbelés. Et Berlin fourmille d'espions. Le soldat John Quirk, 19 ans, vient d'achever son instruction. Il n'a encore jamais quitté l'Amérique. Berlin, ça faisait très envie, mais une fois sur place, j'ai trouvé l'ambiance un peu bizarre. Les jeunes n'ont pas la moindre idée concrète de ce qu'a été la guerre froide. Les enlèvements d'Américains en pleine rue étaient fréquents à Berlin. On n'avait donc pas le droit de prendre le métro. Et on ne devait pénétrer dans la partie est de la ville sous aucun prétexte. Tout le monde était suivi. Tout le monde espionnait tout le monde. On était souvent filés, alors on accélérait, on brûlait les feux rouges, bref, on faisait ce qu'on pouvait pour semer ceux qui nous suivaient. Un haut gradé de la CIA devait jouer un rôle majeur dans l'affaire du tunnel. Il a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Comme je suis toujours en activité, mes collègues préfèrent que je reste anonyme. À l'époque, il n'y avait pas de photosatellites. On en savait très peu sur les intentions des Soviétiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, le rapport des forces conventionnelles était tellement en faveur des Soviétiques qu'ils auraient facilement pu envahir l'Europe de l'Ouest. Plus grave encore, les Soviétiques maîtrisent désormais l'arme atomique. La menace d'une troisième guerre mondiale semble bien réelle. George C. Marshall, ministre de la Défense américain, est catégorique. Peu importe ce que ça coûte, je veux qu'on soit averti 24 heures à l'avance d'une attaque soviétique. Cette déclaration pose le problème de l'espionnage, et c'est un ex-champion de ski britannique qui en trouvera la solution. Peter Lunn dirige le bureau berlinois des services secrets britanniques. C'est un homme calme, fervent ennemi du communisme. Son idée ? Intercepter les câbles de télécommunications militaires souterrains des Soviétiques. Le principal problème est d'ordre pratique. Quel câble choisir ? Par chance, la CIA dispose d'une informatrice dans le secteur Est. Son nom de code est Nummer Mädchen, la fille au numéro. La fille au numéro était fonctionnaire du ministère est-allemand des Postes et Télécommunications, en charge du réseau et de son utilisation. Elle pouvait donc nous dire rapidement et à tout moment qui se servait de tel circuit ou de telle ligne. Ces informations nous étaient précieuses. Avec l'aide de leur informatrice, les Alliés localisent les câbles potentiellement intéressants. Si les informations obtenues par les Alliés sont bonnes, ces câbles leur permettront de mettre sur écoute Zossen-Wunsdorf, le QG militaire soviétique en liaison directe avec Moscou. C'est de là que la répression brutale du soulèvement est-allemand de juin 1953 a été orchestrée. Les câbles sélectionnés se trouvent à la périphérie de Berlin, dans un quartier appelé Alt-Glienicke. Ils sont malheureusement placés assez loin dans le secteur soviétique,
Or, Britanniques et Américains ne peuvent pas creuser 500 mètres de tunnel sans vérification préliminaire. Un autre informateur du même ministère risque alors sa vie pour les aider. Un agent remarquable en poste à Berlin-Est nous a permis de faire un essai. De nuit, il a branché l'un des câbles pressentis sur une ligne partant vers Berlin-Ouest, de façon à nous fournir un échantillon du matériau potentiel. Ce détournement très risqué d'une quinzaine de minutes révèle la grande qualité d'informations qui circulent sur ces lignes. Le tunnel est plus que jamais une nécessité. Les actualités soviétiques annoncent fièrement l'explosion de leur première bombe H. Elle est 18 fois plus puissante que leur première arme atomique. Américains et Britanniques se réunissent dans les bureaux des services britanniques, au 2 Carlton Garden, à Londres, pour discuter les détails de ce projet de grande envergure. L'un des participants livrera par la suite un récit de cette rencontre. Pas un passant n'aurait pu deviner les tractations auxquelles on se livrait derrière la majestueuse façade de cette noble bâtisse londonienne. La CIA avait envoyé une importante délégation d'experts à Londres pour débattre de chaque point. Je jouais le rôle de secrétaire, prenant note de toute la discussion. Peter Lunn était présent, ainsi que Bill Harvey, chef de l'antenne berlinoise de la CIA. Ce Texan avait une approche assez Far West de son métier et ne sortait jamais sans son revolver. Le gouvernement ouest-allemand étant considéré comme trop infiltré par les espions soviétiques pour être fiable, aucun Allemand n'est convié à la réunion. Ironie de l'histoire, le secrétaire de la rencontre top secrète n'est autre que l'agent double britannique George Blake. Je contribuais, à ma modeste échelle, à construire une société nouvelle où régnerait l'égalité et la justice sociale. Plus jamais de guerre, plus de conflits entre nations, c'était là mon rêve. Je pensais que l'humanité avait tout à gagner de la victoire du communisme. Aucun des participants ne se doute que Blake les trahit au profit des soviétiques. Au siège du corps des ingénieurs de l'armée américaine, dans le Missouri, les informations révélées par l'opération du tunnel sont considérées comme très précieuses, malgré la trahison. Tout à l'heure, un représentant de la CIA fera le récit complet de l'opération au personnel de la base. Il en profitera pour rendre hommage à nos 4 anciens combattants. Si l'affaire venait à être découverte, on devait pouvoir donner l'alerte immédiatement. Nous savions toujours où se trouvaient les troupes, russes ou autres. Vous vous êtes demandé si quelqu'un avait parlé, non? Pas pendant l'opération. Vous ne l'avez appris qu'une fois le tunnel fermé? Non, non, on l'a su quand Blake est passé à l'Est. Quand Blake est passé à l'Est, ah d'accord. C'est là que vous avez perdu vos illusions, en quelque sorte. Il n'y avait guère de risque à faire sortir des documents du bureau. Le gardien vieillissant ne contrôlait jamais nos mallettes. Cependant, les papiers que je devais transmettre à mon contact soviétique étaient nombreux et extrêmement compromettants. Il était beaucoup plus simple et plus sûr de les photographier. Mon supérieur soviétique m'a donc donné un minox équipé d'un cordon pour mesurer la focale. Des années plus tard, Blake travaillera à Moscou avec Oleg Kalugin, chef du contre-espionnage au KGB. Je suis sans doute partial, mais j'aimais bien George Blake. Il m'a impressionné la première fois. C'était un homme ouvert et sociable, de conversation agréable. Nous avions vraiment fait une très belle opération en le recrutant.
J'ai supervisé pas mal de grands espions au KGB. Des gens comme Kim Philby et Donald McLean. George Blake en faisait partie. Il ne touchait pas d'argent. Convaincu que le triomphe du socialisme était inexorable, il avait choisi d'être espion par conviction. Jamais il n'a demandé le moindre salaire. Quand mon contact me montra l'appareil, je fus quelque peu décontenancé. Je m'attendais à un de ces objets minuscules qu'on cache dans un bouton. Il m'expliqua que ces petites merveilles n'étaient que des gadgets qui ne valaient rien. J'acceptai l'appareil et par la suite, je pris l'habitude de le porter sur moi en permanence quand j'allais travailler. À Berlin, loin de se douter que les Soviétiques sont déjà au courant de leur projet, les Alliés passent à l'action sans délai. Ils dressent les plans détaillés du tunnel, louent un terrain de la taille d'un pâté de maison et recrutent une équipe de spécialistes. Les Britanniques se chargeront de la mise sur écoute, les Américains de l'ingénierie du tunnel. Le capitaine Williamson, membre du corps des ingénieurs de l'armée américaine, est l'un des premiers à se rendre sur les lieux. Un type du Pentagone m'a appelé. Il avait une mission pour moi, mais il ne pouvait me dire ni où ni quoi. Très enthousiaste, j'ai répondu « Je prends ». L'enjeu est énorme. Si elle est découverte, une opération d'espionnage militaire en territoire soviétique peut provoquer la guerre. Le capitaine Williamson est chargé d'acheminer secrètement 120 tonnes d'acier et de matériel destiné au tunnel à Berlin-Ouest. Une tâche des plus délicates car tous les trains sont passés au peigne fin par les douaniers est-allemands. Nous avions des caisses doubles, une caisse dans une autre caisse, si je me souviens bien. Il était donc inutile de soulever le couvercle au pied de biche pour distinguer ce qu'il y avait à l'intérieur. Au début, j'étais assez nerveux quand je prenais mes photos. Mais on s'habitue à tout. Bien sûr, il y avait toujours le danger d'être surpris, mais je me sentais capable de l'affronter. Quel sentiment j'éprouvais en prenant en photo ces documents top secrets? Tout simplement aucun. Je cessais d'exister. Concentré sur la mise au point et la lumière, ma personne se réduisait à un œil dans le viseur et aux doigts qui appuyaient sur le bouton. Les ingénieurs américains construisent d'abord une station d'interception des transmissions, dite station E-Lint, qui sera filmée pour les actualités. Cette antenne d'espionnage dissimulera le véritable secret, le creusement du tunnel. Un secret en cache un autre. Pour assurer une couverture efficace, la station doit réellement fonctionner. Le soldat John Quirk fait partie du personnel. La division de l'E-Lint occupait le rez-de-chaussée du bâtiment. Le sous-sol était réservé à l'opération tunnel. On n'était pas censé y aller, il était interdit de s'en approcher. Ce n'était écrit nulle part, mais c'était clair. Le sous-sol est vaste. Il n'est conçu que pour dissimuler les milliers de tonnes de terre que va engendrer le creusement. On ne pouvait tout de même pas se permettre des va-et-vient de camions pour évacuer la terre je ne sais où. Une fois le bâtiment terminé, les travaux d'excavation commencent. Un puits est creusé jusqu'à la profondeur requise, 7 mètres. On a commencé par faire un trou au marteau-piqueur d'au moins 3 mètres de diamètre. Ensuite, on a creusé à la main, à la pelle et à la pioche. Il fallait de bons petits soldats pour dégager toute cette terre. C'était nous. Mais l'affaire est mal engagée. Nous sommes tombés sur ce que nous avons pris pour les fondations d'un bâtiment bombardé. Mais quand on s'est attaqué à la couche de briques, le contenu d'une fosse septique en pleine activité a jailli dans le puits et a failli asphyxier 2 personnes. Littéralement, oui. Ça a été une horreur de nettoyer tout ça.
Mais un simple nettoyage ne suffira pas à surmonter l'obstacle suivant. L'estimation de profondeur qui avait été faite pour la nappe phréatique était, disons, un peu ratée. On l'avait située beaucoup plus bas qu'elle ne l'était en réalité. Cette erreur risquait de faire capoter toute l'opération. On s'est pas mal gratté le crâne pour trouver la solution. Dans un premier temps, le projet est interrompu. Ce même mois de septembre 1954, un rapport top secret circule au plus haut niveau des services secrets de Washington. Les enjeux du tunnel y sont clairement formulés. Désormais, il est clair que nous avons affaire à un ennemi implacable dont l'objectif avoué est l'hégémonie mondiale par tous les moyens et quel qu'en soit le prix. Il n'y a pas de règles dans ce jeu-là. Les normes de conduite en vigueur jusqu'ici sont abrogées. Quelques jours plus tard, l'ordre est donné de creuser le tunnel près de la surface du sol. Cela permet en effet d'éviter la nappe phréatique, mais accroît considérablement les risques d'être découverts. Quand j'ai vu toute cette terre entassée au sous-sol, pour éviter que les gens ne comprennent ce qui se passe, je me suis dit, ça c'est fort. Il fallait y penser. On avait un gros groupe électrogène avec 2 moteurs diesel. Ça faisait un de ces raffus. J'avais un mal fou à m'endormir, mais ça finissait par vous bercer. C'était un véritable cauchemar logistique. Creuser un tunnel juste sous la surface, bien en vue, à l'endroit le plus explosif du moment, c'est ce qui s'appelle être en première ligne. Le creusement horizontal a commencé. À l'avant du tunnel, seuls 2 hommes peuvent travailler de front. Ils s'aident d'une machine, le bouclier, pour poser les 6000 plaques de la voûte. C'était un travail très répétitif et très éprouvant physiquement. 2 ou 3 hommes évacuaient la terre à l'avant du bouclier. On assemblait les segments dans la machine pendant que les 6 crics hydrauliques poussaient le bouclier d'une 40aine de centimètres vers l'avant, à peu près de la largeur d'un segment. Comme nous n'étions pas à la profondeur souhaitée, nous faisions constamment attention à ne pas faire trop de bruit. Pour étouffer les bruits, le tunnel est tapissé de sacs de sable. Un chariot élévateur monté sur pneus emporte silencieusement la terre sur des rails en bois. Les plaques sont enduites de goudron pour éviter le bruit des chocs métalliques. Une patrouille spéciale surveillait la zone en permanence. On avait installé une ligne pour qu'ils puissent nous contacter à tout moment. Dès que quelqu'un traversait la zone, un fermier ou la police, peu importe, on arrêtait de creuser. Le secret est si bien gardé que même le personnel de la station Elint, qui sert de couverture à l'étage, ignore ce qu'on construit au sous-sol. Tous ceux qui ne travaillaient pas au tunnel essayaient de deviner ce qui se passait en dessous. À la longue, j'ai fini par m'en douter. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'un des nouveaux avait le bas des jambes et les bottes couverts de sable humide. Je me suis dit, ce type creuse quelque chose. Puis j'ai appris que l'un des soldats du groupe était un spécialiste de la langue russe. Alors j'ai cogité et j'en ai conclu qu'il creusait un tunnel. On progresse de 5 mètres par jour. Mais chaque mètre gagné sous Berlin-Est augmente le risque d'être entendu. Dans l'hypothèse d'être découvert par les Soviétiques, on place des explosifs tout le long du tunnel. Or, grâce à Blake, les gens du KGB sont parfaitement au courant de l'avancée des travaux.
mais ils hésitent sur la conduite à tenir. Je rencontrais généralement mon contact le soir, aux alentours de Londres. Je lui décrivais les grandes lignes du projet. J'en mesurais bien sûr toute l'importance. Aussi, j'insistais sur le caractère ultra-secret de l'opération et sur la nécessité, en cas de réaction des autorités soviétiques, de ne pas éveiller les soupçons avec les mesures qu'ils allaient éventuellement prendre. Mon correspondant soviétique fut très impressionné par l'audace et par l'envergure du projet et me demanda de le tenir informé de son développement. Près de 6 mois plus tard, et après extraction de plus de 3000 tonnes de terre, les taupes alliées atteignent enfin leur cible. On a éprouvé une grande satisfaction quand tout a été fini. L'équipe avait été remarquable. On avait choisi des gens de grande valeur. On n'aurait vraiment pas pu trouver mieux. Le matériel d'amplification et d'enregistrement dernier cri acheminé clandestinement jusqu'à Berlin est monté dans le local d'écoute situé au bout du tunnel. Mais la phase la plus délicate de l'opération reste à venir. Bonjour. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'une opération d'espionnage parmi les plus passionnantes de la guerre froide, celle du tunnel sous Berlin. Dans cette opération, le corps des ingénieurs de l'armée a joué un rôle majeur. Nous commémorons aujourd'hui cette action de vos prédécesseurs. Cette opération conjointe entre nos services secrets et ceux des Britanniques a été, en termes de renseignement, l'une des plus fructueuses de la guerre froide. Le matériau recueilli est cependant resté très mystérieux. Mai 1955. Les lignes soviétiques sont mises sur écoute. Le travail de l'équipe britannique peut enfin commencer. Au moment d'entailler le premier câble, l'atmosphère est tendue. Il se peut que la gaine de plomb soit pressurisée pour prévenir les tentatives d'effraction. Au cas où, les Alliés pressurisent le local d'écoute. Mais cette précaution s'avère inutile. Aucun sifflement d'air ne s'échappe. Le travail peut commencer. Quand nos agents nous ont informés, par un simple coup de fil, que la première ligne venait d'être mise sur écoute sans anicroche et que le retour son dans le local était bon, nous avons envoyé à Washington le message suivant. Le bébé est né. Le local d'écoute est hermétiquement fermé par une porte en acier. Sur la porte, quelques mots en russe et en allemand, entrée interdite, ordre du haut commandement. De plus, la porte verrouillée est équipée d'un système d'alarme. Si les Alliés avaient su que Blake les trahissait, ils auraient agi tout autrement. Tromper des gens qui vous font confiance n'a rien de particulièrement intelligent. Je n'ai jamais aimé le faire et n'y ai jamais pris aucun plaisir. C'était le résultat d'une grave décision prise dans des circonstances exceptionnelles. Une guerre impitoyable faisait rage autour de moi. Toute époque violente engendre des actes extrêmes. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai réussi, cette fois-là et par la suite, à jouer si parfaitement la comédie.
Le dispositif permet d'écouter plus de 120 lignes et de réaliser 400 heures d'enregistrement par jour. Mais le projet manque cruellement de russophones suffisamment fiables pour écouter les communications les plus importantes sur place. L'école des langues de l'armée américaine est chargée d'en trouver un. Ce sera le caporal Kovalenko. Sautez dans le premier avion et vite. Vous allez à Berlin avec ordre de liquider les gêneurs si nécessaire. Impossible d'en dire plus, on vous expliquera tout sur place. Et me voilà parti. L'ordre était signé Général Maxwell Taylor, pour moi tout seul. Maxwell Taylor, le grand chef des armées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À Berlin, Kovalenko perce rapidement ce mystère. Le capitaine Livingston a ouvert la porte et m'a dit « Caporal, ceci n'est pas une installation militaire, mais une opération de la CIA. » Je ne savais pas ce qu'était la CIA, tout ça n'avait aucun sens pour moi. Alors je ne l'oublierai jamais, il m'a dit « Caporal, sachez que vous allez participer à la plus dangereuse opération d'espionnage du moment. » À 22 ans, Kovalenko se retrouve ainsi en première ligne sur le front de la guerre froide, chargé de repérer en écoute directe tout ce qui pourrait indiquer une attaque imminente. J'ai commencé à travailler 20 heures par jour et 7 jours par semaine. Après quelque temps, je pouvais reconnaître chaque voix. J'identifiais les gens simplement à leur façon de décrocher et de respirer. Je savais instantanément qui c'était. C'était passionnant. J'imaginais les gens d'après leur voix. J'avais toute une galerie de portraits dans la tête. Le général Almarkov, par exemple, une rose entre les dents, éblouissant. Il entretenait des femmes dans son appartement de Moscou. Il leur offrait des bas en nylon, des tas de trucs. Bref, c'était un coquin. Chaque jour, les magnétophones enregistrent 70 kg de bandes magnétiques. Cette opération a fourni une masse de renseignements, avec l'enregistrement de plus de 500 000 coups de fil de généraux et de conversations au plus haut niveau avec Moscou. Pourtant, le KGB connaissait l'existence de l'opération, avant même que le chef de la CIA ne donne son feu vert. Cette affaire a indéniablement fourni au KGB un support inespéré pour une campagne de désinformation. Vous savez qu'une branche importante du KGB s'occupait exclusivement de ce qu'ils appelaient « désinformatia ». La question est donc, si le KGB était au courant, le matériau recueilli était-il fiable? L'explication n'est pas simple, mais aussi incroyable que ce soit, la réponse est oui. Régulièrement, un officier remet les bandes en main sûre. On se retrouvait de nuit, jamais au même endroit. On transférait les boîtes de sa voiture à la mienne, puis, après un changement de plaque aussi discret que possible, je les emmenais à la base. De là, elles sont acheminées à l'aéroport par des moyens de transport réguliers. Mais l'aéroport est truffé d'informateurs soviétiques. Il fallait trouver une explication plausible pour les boîtes. Mais je dois dire que notre trouvaille était assez ingénieuse. Nous avons dit que les boîtes contenaient des échantillons de radium et que leur poids était dû au doublage de plomb, destiné à éviter les radiations. Les bandes partent pour Londres et Washington, où une vaste entreprise de traduction et d'analyse peut commencer. Tout se passe bien, jusqu'à ce que la chaleur du tunnel pose problème.
En octobre 1955, première chute de neige. J'entends crier et courir partout, alors je regarde par la fenêtre est et je vois cette bande sombre, sans neige, qui va tout droit vers l'est et qui part de notre bâtiment. C'était comme une immense flèche pointée vers nous. Tout le monde s'est dit, mon Dieu, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'était la panique. On a appelé l'ingénieur anglais pour qu'il installe un système de refroidissement, ce qu'il a fait le jour même. À partir de ce moment-là, la chaleur du tunnel a été évacuée. Personne n'avait pensé à ce problème auparavant. Une fois l'alerte passée, le tunnel continue de fournir une masse d'informations, allant des mouvements de troupes jusqu'aux noms et adresses de chercheurs nucléaires soviétiques. Le chef de la CIA, Allen Dulles, décrira par la suite le tunnel comme l'une des opérations les plus audacieuses et les plus fructueuses jamais entreprises. C'était un outil exceptionnel et le seul accès possible à ce type d'informations. Une opération d'espionnage de cette envergure constitue cependant un risque pour les Alliés. Sa découverte par les Russes pourrait virer au désastre. Et cette découverte est imminente. Le KGB, comme le racontera Blake, a déjà préparé sa riposte dans le moindre détail. Le tunnel fonctionnait depuis 11 mois et 15 jours quand on m'a annoncé qu'il serait découvert très prochainement. J'étais donc averti. J'étais inquiet, bien sûr, parce que la première question serait « Comment les Soviétiques ont-ils su ?» Mais je dois dire que la chose a été très habilement ficelée. C'est une histoire forte, avec tous les ingrédients d'un grand film, qui mérite selon moi d'être raconté. Elle montre ce à quoi nous étions confrontés pendant la guerre froide. N'oubliez pas que l'adversaire avait l'arme nucléaire. Ce que nous voulions, c'était les moyens d'anticiper et, si possible, d'empêcher une attaque. Le tunnel de Berlin a joué ce rôle. J'aimerais maintenant vous présenter nos invités d'honneur, Bob Williamson, John Quirk, venez, Oleg, s'il vous plaît. Venez, Eugene. Lou Mehrer, auteur de l'exposé, montrera ensuite le dossier de l'affaire, désormais consultable à nos 4 vétérans. À sa lecture, ils comprendront pourquoi l'opération est considérée comme un succès malgré la trahison de George Blake. Je dormais profondément, il devait être 2 heures du matin, quand j'ai eu un appel me disant de venir sur le champ au bureau. Je me suis douté qu'il s'était passé quelque chose. Des gens des télécommunications est-allemandes allaient et venaient le long des lignes, jetaient des coups d'œil par les regards, etc. Ils cherchaient manifestement quelque chose. Des techniciens de la RDA sont chargés de vérifier l'état des câbles téléphoniques endommagés par les récentes pluies. C'est un prétexte idéal pour révéler l'existence du tunnel secret. Le local d'écoute est vide, mais les Alliés entendent tout ce qui se passe. Par sécurité, on laissait un micro constamment ouvert dans le local. Et quand ils ont commencé à creuser, on les a entendus grâce à ce micro. Les ouvriers trouvent le local et la porte d'acier fermés à clé. Ils se mettent alors à percer un peu plus loin, dans la paroi du tunnel, au marteau-piqueur et à la pioche. Leurs réactions seront enregistrées et retranscrites par la suite. Da geht ja noch einer. Hier ist ein Unterschacht. Muss man auf der anderen Seite runter. Hast du das hier gesehen? Donnerwetter. Guck mal den Bau. Das läuft da unter der Straße. Da haben sie da drin eine ganze Telefonanlage gebaut. Wie haben sie das geritzt? Ich bin sprachlos. Mensch, ich bin sprachlos. À quelques centaines de mètres de là,
Les Américains ont compris. Quand on a vu les Russes arriver, on a su que c'était cuit, bien sûr. Les types des télécoms soviétiques ne seraient pas venus jusque-là sans un motif grave. La base est en état d'alerte maximum. Les Alliés préparent le tunnel en prévision de l'arrivée des Soviétiques. On improvise des panneaux en russe et en allemand. Accès interdit. Vous entrez dans le secteur américain. Au bout du tunnel, les Américains attendent leur ennemi. Mon chef avait une mitrailleuse de calibre 50. Il l'a installée à l'entrée du tunnel. Quand on a vu les casques très reconnaissables des Soviétiques déboucher du léger coude que faisait le tunnel, il a armé la mitrailleuse. Clac, clac. Un bruit qui, dans l'espace confiné du tunnel, comment dirais-je, ne laissait pas indifférent. Les soldats soviétiques l'ont d'ailleurs parfaitement reconnu et ils ont disparu très vite. Bill Harvey, responsable de la CIA, craint que les Soviétiques ne refassent une tentative. Il lui faut l'autorisation de sa hiérarchie pour armer et déclencher, si nécessaire, les explosifs disposés dans le tunnel. Évidemment, le plus simple était de faire exploser le tunnel et de le condamner. Bill m'a donc chargé d'aller voir le général pour lui demander l'autorisation. Le jeu est fini, pourquoi ne pas tout faire sauter? Quand j'ai fini par trouver le général en charge du commandement berlinois, très contrarié parce que j'avais interrompu sa partie de golf, et que je lui ai fait part de notre intention, il a demandé « Y a-t-il un risque de tuer des soldats soviétiques dans l'explosion ?» J'ai dit « Il y a un risque, oui. » Il a dit « Alors non. Vous n'allez pas déclencher la Troisième Guerre mondiale sur ma pelouse. » Mais Yevgeny Pitovranov, chef du KGB à Berlin, n'a pas l'intention de prendre le tunnel d'assaut ou de mobiliser les troupes. Il a choisi d'affronter l'ennemi sur un autre terrain et il a pensé à tout. Heinz Junge, photographe à Berlin-Est, travaille pour Central Bild, l'agence de presse de l'État. Soudain, à 17 h, un responsable du service photo nous donne l'ordre d'aller au quartier général soviétique dans le faubourg de Karl-Horst. À son arrivée au QG du KGB, Junge est emmené par un officier vers une destination inconnue. Je me disais qu'un avion soviétique s'était peut-être écrasé quelque part. Nous sommes partis en voiture. En cours de route, quelqu'un m'a demandé si mon appareil photo était équipé d'un flash. J'ai répondu « oui, bien sûr ». Junge est le premier photographe à pénétrer dans le tunnel. Mon accompagnateur m'a pris par le bras en me disant « Payareli », ce qui veut dire « vite, dépêchez-vous ». Il y avait un trou de forme carrée dans le sol. Nous sommes descendus et l'officier qui m'accompagnait a ouvert une porte. Face à nous, il y avait une lumière très vive, émanant d'une lampe néon. Nous ne connaissions pas ce genre de lumière. Sur ordre de l'officier soviétique, j'ai commencé à prendre des photos. Il insistait pour que je fasse vite. Il avait une liste de tout ce que j'étais supposé photographier. Je ne savais toujours pas à quoi rimait tout cela. J'allais d'un endroit à l'autre. Il me disait de photographier ceci, de photographier cela. Parfois, il me montrait du doigt ce que je devais photographier et je lui demandais de retirer sa main de mon champ de vision. J'ai compris plus tard pourquoi il était si pressé. Les Soviétiques avaient besoin de ces photos à Moscou pour les publier dans les journaux du soir et pour les diffuser aux actualités télévisées. L'idée des Soviétiques consiste à dévoiler le tunnel aux médias du monde entier pour le présenter comme un exemple d'agression impérialiste. Journalisten aus aller Welt besichtigten den amerikanischen Spionagetunnel in Berlin-Altklinike. Ein völlig rechtswidriger Eingriff in den Telefonverkehr der Deutschen Post.
Eine Verletzung aller Normen internationaler Gesetzlichkeit, gegen die unsere Regierung protestierte. Mit der Aushebung dieses Vorpostens der amerikanischen NATO-Strategen auf dem Gebiet der DDR haben die kalten Krieger eine neue Schlappe erlitten und wurden vor aller Welt als Feinde des Friedens entlarvt. Mais le plan des Soviétiques se retourne contre eux. Blake se souvient. À l'Ouest, la presse salue l'opération comme l'un des plus grands succès de la CIA dans la guerre froide. Un journal de Berlin-Ouest a titré pleine page « 1-0 pour les Américains », comme pour un match de foot. Rentrés à Londres, les agents britanniques s'interrogent. Même si l'on avait constaté que presque tout l'équipement trouvé dans le tunnel était de fabrication britannique, personne, absolument personne, n'émettait l'hypothèse d'une quelconque participation britannique dans cette opération. Pour Peter Lunn, c'était intolérable. Il décida alors de réunir l'ensemble du personnel de la station de Berlin, tous grades confondus, et leur raconta toute l'affaire, du début à la fin, en insistant sur le fait que l'idée était venue des services secrets britanniques et en premier lieu, de lui-même. Très logiquement, les Alliés créèrent une commission chargée de comprendre pourquoi le tunnel avait été découvert. J'avoue que cela m'a valu quelques semaines difficiles, mais à la publication des résultats de l'enquête, j'ai respiré. Tous avaient conclu à un problème technique dû aux fortes pluies. J'étais très soulagé de ne pas être soupçonné. 5 ans plus tard, en 1961, Blake est arrêté. Un transfuge polonais le dénonce comme agent double. Son rôle dans l'affaire du tunnel, tout comme sa trahison de nombreux agents alliés, sont rendus publics. Je ne veux pas être grossier, mais j'étais très en colère. Je me suis dit, mon Dieu, je ne vois vraiment rien à dire pour sa défense. Pour moi, c'était la négation totale de tous les idéaux qu'il avait pu avoir. Si j'avais pu, je lui aurais volontiers passé la corde au cou. Condamné à 42 ans de prison, Blake parvient à s'évader après 5 ans de détention. Il se réfugie à Moscou, où il vit toujours. Ceci est le dossier officiel du tunnel de Berlin, maintenant déclassifié. Jetez-y un coup d'œil. Cette opération, vous y avez tous participé, de près ou de loin. Le dossier vous aidera à mesurer ce qu'elle a pu représenter à l'époque. 60 ans après les faits, nos ex-espions ont enfin le dossier récemment déclassifié par la CIA sous les yeux. Ils y apprendront pourquoi le KGB a laissé cette opération extraordinaire se poursuivre si longtemps. Il s'avère que le KGB n'a finalement pas voulu révéler l'existence du tunnel. C'est l'armée soviétique qui franchit le pas. Ce sont les militaires qui révèlent l'existence du tunnel et tiennent la conférence de presse. Le KGB, lui, est totalement absent. Pourquoi ? Parce que le KGB craignait par-dessus tout que soit révélée la présence d'un de ses agents au sein des services secrets britanniques. Pour protéger sa source, il cherchait à éviter tout ce qui pouvait compromettre George Blake. En fermant le tunnel trop tôt ou en profitant du dispositif pour alimenter les Alliés en fausses informations, le KGB aurait pris le risque de perdre son super-espion. Au lieu de cela, l'Ouest a eu, 11 mois durant, la confirmation qu'aucune attaque nucléaire n'était planifiée par les Soviétiques. Je lis ici, appendice B, bilan des informations recueillies. Cette opération a fourni une source inégalable de renseignements au jour le jour aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les autorités considéraient le tunnel comme leur meilleure alarme potentielle quant aux intentions soviétiques en Europe, voire ailleurs. Le tunnel constituait une source à la fois très rapide et très fiable. Il y a eu d'autres opérations extraordinaires, mais celle-ci, à cause du lieu, de l'ampleur et de l'impact qu'elle a eu, est parmi les plus remarquables de la guerre froide. Un commentateur de l'époque a dit que le tunnel avait davantage contribué à la bonne réputation des Américains en Europe que toutes leurs actions précédentes.
Quand mes camarades restés sur place allaient faire un tour en ville, les Berlinois les traitaient en héros. Partout, ils étaient applaudis. Personnellement, je suis fier d'avoir tenu mon petit rôle dans tout ça et d'avoir fait ce que je pouvais faire pour mon pays. Avant que je ne quitte Berlin, le colonel m'a convoqué et m'a dit « Sergent, sachez que le service que vous venez de rendre à votre pays est inestimable et que vous ne pourrez jamais en parler. J'ai ça sur le cœur depuis. Et vous voyez, j'en suis encore ému. Cette colère ne m'a jamais quitté. Le fait que tout ceci soit rendu public est extrêmement important pour moi. » C'est ce qui est beau dans ce métier. Vous travaillez dur, il y a des tas d'obstacles, mais quand les difficultés sont vaincues et que vous réussissez, alors là, quel triomphe! Pendant ce temps, un autre ancien du tunnel glisse sur les pentes de l'Eiger, dans les Alpes, où il passe chaque hiver. Aujourd'hui, Peter Lunn a 96 ans. Conformément aux consignes des services secrets britanniques, il refuse de parler à qui que ce soit de George Blake ou du tunnel sous Berlin. Les services secrets sont par définition secrets. Je ne suis pas autorisé à parler de mon travail. Je ne peux donc ni confirmer ni infirmer quoi que ce soit. La division de Leland occupait le rez-de-chaussée du bâtiment. Le sous-sol était réservé à l'opération tunnel. On n'était pas censé y aller, il était interdit de s'en approcher. Ce n'était écrit nulle part, mais c'était clair. Le sous-sol est vaste. Il n'est conçu que pour dissimuler les milliers de tonnes de terre que va engendrer le creusement. On ne pouvait tout de même pas se permettre des va-et-vient de camions pour évacuer la terre je ne sais où. Une fois le bâtiment terminé, les travaux d'excavation commencent. Un puits est creusé jusqu'à la profondeur requise, 7 mètres. On a commencé par faire un trou au marteau-piqueur d'au moins 3 mètres de diamètre. Ensuite, on a creusé à la main, à la pelle et à la pioche. Il fallait de bons petits soldats pour dégager toute cette terre. C'était nous. Mais l'affaire est mal engagée. Nous sommes tombés sur ce que nous avons pris pour les fondations d'un bâtiment bombardé. Mais quand on s'est attaqué à la couche de briques, le contenu d'une fosse septique en pleine activité a jailli dans le puits et a failli asphyxier 2 personnes. Littéralement, oui. Ça a été une horreur de nettoyer tout ça. Mais un simple nettoyage ne suffira pas à surmonter l'obstacle suivant. L'estimation de profondeur qui avait été faite pour la nappe phréatique était, disons, un peu ratée. On l'avait située beaucoup plus bas qu'elle ne l'était en réalité. Cette erreur risquait de faire capoter toute l'opération. On s'est pas mal gratté le crâne pour trouver la solution.
Dans un premier temps, le projet est interrompu. Ce même mois de septembre 1954, un rapport top secret circule au plus haut niveau des services secrets de Washington. Les enjeux du tunnel y sont clairement formulés. Désormais, il est clair que nous avons affaire à un ennemi implacable dont l'objectif avoué est l'hégémonie mondiale par tous les moyens et quel qu'en soit le prix. Il n'y a pas de règles dans ce jeu-là. Les normes de conduite en vigueur jusqu'ici sont abrogées. Quelques jours plus tard, l'ordre est donné de creuser le tunnel près de la surface du sol. Cela permet en effet d'éviter la nappe phréatique, mais accroît considérablement les risques d'être découvert. Quand j'ai vu toute cette terre entassée au sous-sol, pour éviter que les gens ne comprennent ce qui se passe, je me suis dit, ça c'est fort. Mon accompagnateur m'a pris par le bras en me disant « Payareli », ce qui veut dire « Vite, dépêchez-vous ». Il y avait un trou de forme carrée dans le sol. Nous sommes descendus et l'officier qui m'accompagnait a ouvert une porte. Face à nous, il y avait une lumière très vive, émanant d'une lampe néon. Nous ne connaissions pas ce genre de lumière. Sur ordre de l'officier soviétique, j'ai commencé à prendre des photos. Il insistait pour que je fasse vite. Il avait une liste de tout ce que j'étais supposé photographier. Je ne savais toujours pas à quoi rimait tout cela. J'allais d'un endroit à l'autre. Il me disait de photographier ceci, de photographier cela. Parfois, il me montrait du doigt ce que je devais photographier et je lui demandais de retirer sa main de mon champ de vision. J'ai compris plus tard pourquoi il était si pressé. Les Soviétiques avaient besoin de ces photos à Moscou pour les publier dans les journaux du soir et pour les diffuser aux actualités télévisées. L'idée des Soviétiques consiste à dévoiler le tunnel aux médias du monde entier pour le présenter comme un exemple d'agression impérialiste. Journalisten aus aller Welt besichtigten den amerikanischen Spionagetunnel in Berlin-Altklinike. Ein völlig rechtswidriger Eingriff in den Telefonverkehr der Deutschen Post. Eine Verletzung aller Normen internationaler Gesetzlichkeit, gegen die unsere Regierung protestierte. Mit der Aushebung dieses Vorpostens der amerikanischen NATO-Strategen auf dem Gebiet der DDR haben die kalten Krieger eine neue Schlappe erlitten und wurden vor aller Welt als Feinde des Friedens entlarvt. Mais le plan des Soviétiques se retourne contre eux. Blake se souvient. À l'Ouest, la presse salue l'opération comme l'un des plus grands succès de la CIA dans la guerre froide. Un journal de Berlin-Ouest a titré pleine page « 1-0 pour les Américains », comme pour un match de foot. Rentrés à Londres, les agents britanniques s'interrogent. Même si l'on avait constaté que presque tout l'équipement trouvé dans le tunnel était de fabrication britannique, personne, absolument personne, n'émettait l'hypothèse d'une quelconque participation britannique dans cette opération. Pour Peter Lunn, c'était intolérable. Il décida alors de réunir l'ensemble du personnel de la station de... Tout à l'heure, un représentant de la CIA fera le récit complet de l'opération au personnel de la base. Il en profitera pour rendre hommage à nos 4 anciens combattants. Si l'affaire venait à être découverte, on devait pouvoir donner l'alerte immédiatement. Nous savions toujours où se trouvaient les troupes, russes ou autres. Vous vous êtes demandé si quelqu'un avait parlé, non? Pas pendant l'opération. Vous ne l'avez appris qu'une fois le tunnel fermé? Non, non, on l'a su quand Blake est passé à l'Est. Quand Blake est passé à l'Est, ah d'accord. C'est là que vous avez perdu vos illusions, en quelque sorte. Il n'y avait guère de risque à faire sortir des documents du bureau. Le gardien vieillissant ne contrôlait jamais nos mallettes.
Cependant, les papiers que je devais transmettre à mon contact soviétique étaient nombreux et extrêmement compromettants. Il était beaucoup plus simple et plus sûr de les photographier. Mon supérieur soviétique m'a donc donné un Minox équipé d'un cordon pour mesurer la focale. Des années plus tard, Blake travaillera à Moscou avec Oleg Kalugin, chef du contre-espionnage au KGB. Je suis sans doute partial, mais j'aimais bien George Blake. Il m'a impressionné la première fois. C'était un homme ouvert et sociable, de conversation agréable. Nous avions vraiment fait une très belle opération en le recrutant. J'ai supervisé pas mal de grands espions au KGB. Des gens comme Kim Philby et Donald McLean. George Blake en faisait partie. Il ne touchait pas d'argent. Convaincu que le triomphe du socialisme était inexorable, il avait choisi d'être espion par conviction. Jamais il n'a demandé le moindre salaire. Quand mon contact me montra l'appareil, je fus quelque peu décontenancé. Je m'attendais à un de ces objets minuscules qu'on cache dans un bouton. Il m'expliqua que ces petites merveilles n'étaient que des gadgets qui ne valaient rien. J'acceptai l'appareil et par la suite, je pris l'habitude de le porter sur moi en permanence quand j'allais travailler. À Berlin, loin de se douter que les Soviétiques sont déjà au courant de leur projet, les Alliés passent à l'action sans délai. Ils dressent les plans détaillés du tunnel, louent un terrain de la taille d'un pâté de maison et recrutent une équipe de spécialistes. Les Britanniques se chargeront de la mise sur écoute, les Américains de l'ingénierie du tunnel. Des gens des télécommunications est-allemandes allaient et venaient le long des lignes, jetaient des coups d'œil par les regards, etc. Ils cherchaient manifestement quelque chose. Des techniciens de la RDA sont chargés de vérifier l'état des câbles téléphoniques endommagés par les récentes pluies. C'est un prétexte idéal pour révéler l'existence du tunnel secret. Le local d'écoute est vide, mais les Alliés entendent tout ce qui se passe. Par sécurité, on laissait un micro constamment ouvert dans le local. Et quand ils ont commencé à creuser, on les a entendus grâce à ce micro. Les ouvriers trouvent le local et la porte d'acier fermés à clé. Ils se mettent alors à percer un peu plus loin, dans la paroi du tunnel, au marteau-piqueur et à la pioche. Leurs réactions seront enregistrées et retranscrites par la suite. Da geht ja noch einer. Hier ist ein Unterschacht. Muss man auf der anderen Seite runter. Hast du das hier gesehen? Donnerwetter, guck mal den Bau. Das läuft da unter der Straße. Da haben sie da drin eine ganze Telefonanlage gebaut. Wie haben sie das geritzt? Ich bin sprachlos. Mensch, ich bin sprachlos. À quelques centaines de mètres de là, les Américains ont compris. Quand on a vu les Russes arriver, on a su que c'était cuit, bien sûr. Les types des télécoms soviétiques ne seraient pas venus jusque-là sans un motif grave. La base est en état d'alerte maximum. Les Alliés préparent le tunnel en prévision de l'arrivée des Soviétiques. On improvise des panneaux en russe et en allemand. Accès interdit. Vous entrez dans le secteur américain. Au bout du tunnel, les Américains attendent leur ennemi. Mon chef avait une mitrailleuse de calibre 50. Il l'a installée à l'entrée du tunnel. Quand on a vu les casques très reconnaissables des Soviétiques déboucher du léger coude que faisait le tunnel, il a armé la mitrailleuse. Clac, clac. Un bruit qui, dans l'espace confiné du tunnel, comment dirais-je, ne laissait pas indifférent. Les soldats soviétiques l'ont d'ailleurs parfaitement reconnu et ils ont disparu très vite. Bill Harvey, responsable de la CIA, craint que les Soviétiques ne refassent une tentative. Il lui faut l'autorisation de sa hiérarchie pour armer et déclencher, si nécessaire, les explosifs disposés dans le tunnel. Évidemment, le plus simple était de faire exploser le tunnel et de le condamner.
Bill m'a donc chargé d'aller voir le général pour lui demander l'autorisation. Le jeu est... Quatre ex-agents secrets, impliqués dans l'une des opérations d'espionnage les plus ingénieuses jamais tentées, sont aujourd'hui les invités d'honneur de l'armée américaine. Pour moi, c'est un honneur de rencontrer ces types-là. Le premier s'appelle Eugene Kovalenko. Il était parmi les premiers agents envoyés à Berlin. Il repérait les informations décisives avant de les transmettre à Washington et Londres. C'était passionnant. C'était la période la plus intense de ma vie. L'opération, menée dans le Berlin de la guerre froide, fait aujourd'hui encore l'objet de polémiques et de rumeurs. Le suivant, M. Robert Williamson, est colonel en retraite du corps des ingénieurs de l'armée américaine. C'est la première fois que j'en parle. Quand on a travaillé dans l'espionnage, on n'en parle pas. Point. 60 ans plus tard, la CIA déclassifie enfin le dossier. John E. Quirk, membre du corps des transmissions qui a aussi fourni une couverture à l'opération PB Success à la même époque. Je serais ravi de rencontrer des gens qui ont participé à l'opération avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, on commémore la construction clandestine d'un tunnel de 500 mètres sous le secteur soviétique de Berlin. Et enfin, Oleg Kalugin, désormais citoyen américain. Il était général-major du KGB. L'espionnage avait une importance cruciale pendant la guerre froide. On était des sortes d'aventuriers. Bon, on y va. L'une des opérations d'espionnage les plus ambitieuses de la guerre froide peut enfin être dévoilée. C'est une histoire riche en rebondissements. Il nous était interdit de parler de nos activités à qui que ce soit. Je me sens encore coupable en le faisant. C'est un peu pareil pour moi. Même mes collègues de l'époque ignorent presque tous que j'ai participé à ce projet. 4 témoins essentiels de l'une des plus grosses opérations d'espionnage de la guerre froide se rencontrent pour la première fois. S'aident d'une machine, le bouclier, pour poser les 6000 plaques de la voûte. C'était un travail très répétitif et très éprouvant physiquement. 2 ou 3 hommes évacuaient la terre à l'avant du bouclier. On assemblait les segments dans la machine pendant que les 6 crics hydrauliques poussaient le bouclier d'une quarantaine de centimètres vers l'avant, à peu près de la largeur d'un segment. Comme nous n'étions pas à la profondeur souhaitée, nous faisions constamment attention à ne pas faire trop de bruit. Pour étouffer les bruits, le tunnel est tapissé de sacs de sable. Un chariot élévateur monté sur pneus emporte silencieusement la terre sur des rails en bois. Les plaques sont enduites de goudron pour éviter le bruit des chocs métalliques. Une patrouille spéciale surveillait la zone en permanence. On avait installé une ligne pour qu'ils puissent nous contacter à tout moment. Dès que quelqu'un traversait la zone, un fermier ou la police, peu importe, on arrêtait de creuser. Le secret est si bien gardé que même le personnel de la station Ilint, qui sert de couverture à l'étage, ignore ce qu'on construit au sous-sol.
Tous ceux qui ne travaillaient pas au tunnel essayaient de deviner ce qui se passait en dessous. À la longue, j'ai fini par m'en douter. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'un des nouveaux avait le bas des jambes et les bottes couverts de sable humide. Je me suis dit, ce type creuse quelque chose. Puis j'ai appris que l'un des soldats du groupe était un spécialiste de la langue russe. Alors j'ai cogité et j'en ai conclu qu'il creusait un tunnel. On progresse de 5 mètres par jour. Mais chaque mètre gagné sous Berlin-Est augmente le risque d'être entendu. Dans l'hypothèse d'être découvert par les Soviétiques, on place des explosifs tout le long du tunnel. Or, grâce à Blake, les gens du KGB sont parfaitement au courant de l'avancée des travaux, mais ils hésitent sur la conduite à tenir. Je rencontrais généralement mon contact le soir, aux alentours de Londres. Je lui décrivais les grandes lignes du projet. J'en mesurais bien sûr toute l'importance. Aussi, j'insistais sur le caractère ultra secret de l'opération. Tout le monde s'est dit, mon Dieu, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'était la panique. On a appelé l'ingénieur anglais pour qu'il installe un système de refroidissement, ce qu'il a fait le jour même. À partir de ce moment-là, la chaleur du tunnel a été évacuée. Personne n'avait pensé à ce problème auparavant. Une fois l'alerte passée, le tunnel continue de fournir une masse d'informations, allant des mouvements de troupes jusqu'aux noms et adresses de chercheurs nucléaires soviétiques. Le chef de la CIA, Alan Dulles, décrira par la suite le tunnel comme l'une des opérations les plus audacieuses et les plus fructueuses jamais entreprises. C'était un outil exceptionnel et le seul accès possible à ce type d'informations. Une opération d'espionnage de cette envergure constitue cependant un risque pour les Alliés. Sa découverte par les Russes pourrait virer au désastre. Et cette découverte est imminente. Le KGB, comme le racontera Blake, a déjà préparé sa riposte dans le moindre détail. Le tunnel fonctionnait depuis 11 mois et 15 jours quand on m'a annoncé qu'il serait découvert très prochainement. J'étais donc averti. J'étais inquiet, bien sûr, parce que la première question serait « Comment les Soviétiques ont-ils su ?» Mais je dois dire que la chose a été très habilement ficelée. C'est une histoire forte, avec tous les ingrédients d'un grand film, qui mérite selon moi d'être raconté. Elle montre ce à quoi nous étions confrontés pendant la guerre froide. N'oubliez pas que l'adversaire avait l'arme nucléaire. Ce que nous voulions, c'était les moyens d'anticiper et, si possible, d'empêcher une attaque. Le tunnel de Berlin a joué ce rôle. J'aimerais maintenant vous présenter nos invités d'honneur, Bob Williamson, John Quirk, venez, Oleg, s'il vous plaît. Venez, Eugene. Lou Mehrer, auteur de l'exposé, montrera ensuite le dossier de l'affaire, désormais consultable à nos 4 vétérans. À sa lecture, ils comprendront pourquoi l'opération est considérée comme un succès malgré la trahison de George Blake. Je dormais profondément, il devait être 2 heures du matin, quand j'ai eu un appel me disant de venir sur le champ tout ce qui se passe. Par sécurité, on laissait un micro constamment ouvert dans le local. Et quand ils ont commencé à creuser, on les a entendus grâce à ce micro. Les ouvriers trouvent le local et la porte d'acier fermés à clé. Ils se mettent alors à percer un peu plus loin, dans la paroi du tunnel, au marteau-piqueur et à la pioche. Leurs réactions seront enregistrées et retranscrites par la suite. Da geht ja noch einer. Hier ist ein Unterschacht. Muss man auf der anderen Seite runter. Hast du das hier gesehen? Donnerwetter, guck mal den Bau. Das läuft da unter der Straße.
Da haben sie da drin eine ganze Telefonanlage gebaut. Wie haben sie das geritzt? Ich bin sprachlos. Mensch, ich bin sprachlos. À quelques centaines de mètres de là, les Américains ont compris. Quand on a vu les Russes arriver, on a su que c'était cuit, bien sûr. Les types des télécoms soviétiques ne seraient pas venus jusque-là sans un motif grave. La base est en état d'alerte maximum. Les Alliés préparent le tunnel en prévision de l'arrivée des Soviétiques. On improvise des panneaux en russe et en allemand. Accès interdit. Vous entrez dans le secteur américain. Au bout du tunnel, les Américains attendent leur ennemi. Mon chef avait une mitrailleuse de calibre 50. Il l'a installée à l'entrée du tunnel. Quand on a vu les casques très reconnaissables des Soviétiques déboucher du léger coude que faisait le tunnel, il a armé la mitrailleuse. Clac, clac. Un bruit qui, dans l'espace confiné du tunnel, comment dirais-je, ne laissait pas indifférent. Les soldats soviétiques l'ont d'ailleurs parfaitement reconnu et ils ont disparu très vite. Bill Harvey, responsable de la CIA, craint que les Soviétiques ne refassent une tentative. Il lui faut l'autorisation de sa hiérarchie pour armer et déclencher, si nécessaire, les explosifs disposés dans le tunnel. Évidemment, le plus simple était de faire exploser le tunnel et de le condamner. Bill m'a donc chargé d'aller voir le général pour lui demander l'autorisation. Le jeu est fini, pourquoi ne pas tout faire sauter? Quand j'ai fini par trouver le général en charge du commandement berlinois, très contrarié parce que j'avais interrompu sa partie de golf, et que je lui ai fait part de notre intention, il a demandé « Y a-t-il un risque de tuer des soldats soviétiques dans l'explosion ?» J'ai dit « Il y a un risque, oui. » Il a dit « Alors non. » Vous n'allez implacable, dont l'objectif avoué est l'hégémonie mondiale par tous les moyens et quel qu'en soit le prix. Il n'y a pas de règles dans ce jeu-là. Les normes de conduite en vigueur jusqu'ici sont abrogées. Quelques jours plus tard, l'ordre est donné de creuser le tunnel près de la surface du sol. Cela permet en effet d'éviter la nappe phréatique, mais accroît considérablement les risques d'être découverts. Quand j'ai vu toute cette terre entassée au sous-sol, pour éviter que les gens ne comprennent ce qui se passe, je me suis dit, ça c'est fort. Il fallait y penser. On avait un gros groupe électrogène avec 2 moteurs diesel. Ça faisait un de ces raffus. J'avais un mal fou à m'endormir, mais ça finissait par vous bercer. C'était un véritable cauchemar logistique. Creuser un tunnel juste sous la surface, bien en vue, à l'endroit le plus explosif du moment, c'est ce qui s'appelle être en première ligne. Le creusement horizontal a commencé. À l'avant du tunnel, seuls 2 hommes peuvent travailler de front. Ils s'aident d'une machine, le bouclier, pour poser les 6000 plaques de la voûte. C'était un travail très répétitif et très éprouvant physiquement. 2 ou 3 hommes évacuaient la terre à l'avant du bouclier. On assemblait les segments dans la machine pendant que les 6 crics hydrauliques poussaient le bouclier d'une 40aine de centimètres vers l'avant, à peu près de la largeur d'un segment. Comme nous n'étions pas à la profondeur souhaitée, nous faisions constamment attention à ne pas faire trop de bruit. Pour étouffer les bruits, le tunnel est tapissé de sacs de sable. Un chariot élévateur monté sur pneus emporte silencieusement la terre sur des rails en bois. Les plaques sont enduites de goudron pour éviter le bruit des chocs métalliques.
Une patrouille spéciale surveillait la zone en permanence. On avait installé une ligne pour qu'ils puissent nous contacter à tout moment. Dès que quelqu'un traversait la zone, un fermier ou la police, peu importe, on arrêtait de creuser. Le secret est si bien gardé que même... On assemblait les segments dans la machine pendant que les 6 crics hydrauliques poussaient le bouclier d'une 40aine de centimètres vers l'avant, à peu près de la largeur d'un segment. Comme nous n'étions pas à la profondeur souhaitée, nous faisions constamment attention à ne pas faire trop de bruit. Pour étouffer les bruits, le tunnel est tapissé de sacs de sable. Un chariot élévateur monté sur pneus emporte silencieusement la terre sur des rails en bois. Les plaques sont enduites de goudron pour éviter le bruit des chocs métalliques. Une patrouille spéciale surveillait la zone en permanence. On avait installé une ligne pour qu'ils puissent nous contacter à tout moment. Dès que quelqu'un traversait la zone, un fermier ou la police, peu importe, on arrêtait de creuser. Le secret est si bien gardé que même le personnel de la station Ilint, qui sert de couverture à l'étage, ignore ce qu'on construit au sous-sol. Tous ceux qui ne travaillaient pas au tunnel essayaient de deviner ce qui se passait en dessous. À la longue, j'ai fini par m'en douter. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'un des nouveaux avait le bas des jambes et les bottes couverts de sable humide. Je me suis dit, ce type creuse quelque chose. Puis j'ai appris que l'un des soldats du groupe était un spécialiste de la langue russe. Alors j'ai cogité et j'en ai conclu qu'il creusait un tunnel. On progresse de 5 mètres par jour. Mais chaque mètre gagné sous Berlin-Est augmente le risque d'être entendu. Dans l'hypothèse d'être découvert par les Soviétiques, on place des explosifs tout le long du tunnel. Or, grâce à Blake, les gens du KGB sont parfaitement au courant de l'avancée des travaux, mais ils hésitent sur la conduite à tenir. Je rencontrais généralement mon contact le soir, aux alentours de Londres. Je lui décrivais les grandes lignes du projet. J'en mesurais bien sûr toute l'importance. Aussi, j'insistais sur le caractère ultra-secret de l'opération et sur la nécessité, en cas de réaction des autorités soviétiques, de ne pas éveiller les soupçons avec les mesures qu'ils allaient éventuellement prendre. Mon correspondant soviétique fut très impressionné par l'audace et par l'envergure du projet et me demanda de le tenir informé de son développement. Il avait une liste de tout ce que j'étais supposé photographier. Je ne savais toujours pas à quoi rimait tout cela. J'allais d'un endroit à l'autre. Il me disait de photographier ceci, de photographier cela. Parfois, il me montrait du doigt ce que je devais photographier et je lui demandais de retirer sa main de mon champ de vision. J'ai compris plus tard pourquoi il était si pressé. Les Soviétiques avaient besoin de ces photos à Moscou pour les publier dans les journaux du soir et pour les diffuser aux actualités télévisées. L'idée des Soviétiques consiste à dévoiler le tunnel aux médias du monde entier pour le présenter comme un exemple d'agression impérialiste. Journalisten aus aller Welt besichtigten den amerikanischen Spionagetunnel in Berlin-Altklinike. Ein völlig rechtswidriger Eingriff in den Telefonverkehr der Deutschen Post. Eine Verletzung aller Normen internationaler Gesetzlichkeit, gegen die unsere Regierung protestierte. Mit der Aushebung dieses Vorpostens der amerikanischen NATO-Strategen auf dem Gebiet der DDR haben die kalten Krieger eine neue Schlappe erlitten und wurden vor aller Welt als Feinde des Friedens entlarvt. Mais le plan des Soviétiques se retourne contre eux. Blake se souvient.
À l'ouest, la presse salue l'opération comme l'un des plus grands succès de la CIA dans la guerre froide. Un journal de Berlin-Ouest a titré pleine page « 1-0 pour les Américains », comme pour un match de foot. Rentrés à Londres, les agents britanniques s'interrogent. Même si l'on avait constaté que presque tout l'équipement trouvé dans le tunnel était de fabrication britannique, personne, absolument personne, n'émettait l'hypothèse d'une quelconque participation britannique dans cette opération. Pour Peter Lunn, c'était intolérable. Il décida alors de réunir l'ensemble du personnel de la station de Berlin, tous grades confondus, et leur raconta toute l'affaire, du début à la fin, en insistant sur le fait que l'idée était venue des services secrets britanniques et en premier lieu, de lui-même. Très logiquement, les Alliés créèrent une commission chargée de comprendre pourquoi le tunnel avait été découvert. J'avoue que cela m'a valu quelques semaines difficiles, mais à la publication des résultats de l'enquête, j'ai respiré. Tous avaient conclu à un problème technique dû aux fortes pluies. J'étais très soulagé de ne pas être... 4 ex-agents secrets, impliqués dans l'une des opérations d'espionnage les plus ingénieuses jamais tentées, sont aujourd'hui les invités d'honneur de l'armée américaine. Pour moi, c'est un honneur de rencontrer ces types-là. Le premier s'appelle Eugene Kovalenko. Il était parmi les premiers agents envoyés à Berlin. Il repérait les informations décisives avant de les transmettre à Washington et Londres. C'était passionnant. C'était la période la plus intense de ma vie. L'opération, menée dans le Berlin de la guerre froide, fait aujourd'hui encore l'objet de polémiques et de rumeurs. Le suivant, M. Robert Williamson, est colonel en retraite du corps des ingénieurs de l'armée américaine. C'est la première fois que j'en parle. Quand on a travaillé dans l'espionnage, on n'en parle pas. Point. 60 ans plus tard, la CIA déclassifie enfin le dossier. John E. Quirk, membre du corps des transmissions qui a aussi fourni une couverture à l'opération PB Success à la même époque. Je serais ravi de rencontrer des gens qui ont participé à l'opération avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, on commémore la construction clandestine d'un tunnel de 500 mètres sous le secteur soviétique de Berlin. Et enfin, Oleg Kalugin, désormais citoyen américain. Il était général-major du KGB. L'espionnage avait une importance cruciale pendant la guerre froide. On était des sortes d'aventuriers. Bon, on y va. L'une des opérations d'espionnage les plus ambitieuses de la guerre froide peut enfin être dévoilée. C'est une histoire riche en rebondissements. Il nous était interdit de parler de nos activités à qui que ce soit. Je me sens encore coupable en le faisant. C'est un peu pareil pour moi. Même mes collègues de l'époque ignorent presque tous que j'ai participé à ce projet. 4 témoins essentiels de l'une des plus grosses opérations d'espionnage de la guerre froide se rencontrent pour la première fois. On nous disait aussi qu'on risquait à tout moment d'être enlevé par les Russes, en pleine rue. Il ne fallait jamais sortir seul.